À quoi ça sert, au fond, d'apprendre une langue? Je veux dire, je me suis souvent posé la question, est-ce que le but, c'est juste de pouvoir commander un café à Rome sans bafouiller, Hmm. ou de tenir une conversation polie avec un client à Berlin? Ou est-ce qu'il y a un truc de plus grand derrière tout ça? C'est une excellente question. C'est une question qui plane sur toutes les salles de cours de langue du monde, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, on va justement plonger là-dedans grâce à un document vraiment très éclairant qui met face à face deux grandes philosophies, l'approche communicative et la perspective actionnelle. Voilà. Notre mission, ça va être de comprendre ce qui les sépare, comment on est passé de l'une à l'autre et surtout ce que ça change concrètement pour la personne qui galère avec ses verbes irréguliers. Et c'est un sujet qui va bien au-delà de la simple théorie pédagogique, en fait. Ah oui, mhm. Oui, ces approches, ce sont un peu les logiciels qui font tourner l'enseignement des langues. Elles dictent tout, les manuels, le type d'exercice, la façon dont un professeur anime sa classe. D'accord. Comprendre cette évolution, c'est comprendre pourquoi apprendre l'anglais aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec la façon dont nos parents l'apprenaient il y a 30 ou 40 ans. Alors, allons-y. Le document, il commence par la base, l'objectif. D'un côté, il y a l'approche communicative, j'ai l'impression que c'est celle que la plupart d'entre nous ont connue, non? Avec ces dialogues à la boulangerie. C'est tout à fait ça. L'approche communicative, qui a été une vraie révolution à son époque, elle a pour but, comme son nom l'indique, de rendre l'apprenant capable de communiquer. Logique. L'idée centrale, c'est de développer une aisance, une fluidité dans des situations de la vie de tous les jours. Le document insiste vraiment sur cette notion d'interaction. D'accord, l'interaction. On veut que l'étudiant puisse comprendre et se faire comprendre. Échanger des infos, donner son opinion, c'est l'idée de rendre la langue vivante, quoi, de sortir du carcan juste grammatical. D'accord, donc l'objectif, c'est la fluidité dans l'échange. On apprend à parler d'eux, quelque chose, et c'est là que le document introduit un tournant. Avec la perspective actionnelle, portée par le fameux CECRL. Exactement. Et là, si je comprends bien, le mot-clé, ce n'est plus communiquer. Le mot-clé change complètement. On passe de communiquer à agir. Agir. Et c'est un vrai changement de paradigme. La perspective actionnelle, elle ne voit plus l'apprenant comme quelqu'un qui parle d'un monde, mais comme un acteur social qui agit dans ce monde, en utilisant la langue, bien sûr. Hmm. La finalité, ce n'est plus l'échange pour l'échange, mais l'accomplissement d'une tâche. Attendez, ça, il faut qu'on décortique. Agir, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, l'analyse donne des exemples très parlants. Imaginez, dans une approche communicative, on pourrait faire un jeu de rôle où on s'entraîne à décrire une chambre d'hôtel. D'accord, je vois. C'est utile, mais dans la perspective actionnelle, la tâche serait de réussir à réserver cette chambre d'hôtel. Ah oui! En ligne ou par téléphone, en gérant le budget, les dates, et en allant jusqu'à la confirmation. La langue, du coup, n'est plus l'objet, c'est l'outil pour arriver à un but. Je vois. Un autre exemple, au lieu de juste discuter d'un programme pour le week-end, la tâche serait d'organiser l'événement, pour de vrai. Se mettre d'accord, vérifier les horaires. Voilà, inviter les gens. La langue devient un levier pour avoir un impact réel, quoi. Je vois. Ça change complètement la perception de l'apprenant. On n'est plus un élève qui récite, mais quelqu'un qui fait des choses. Le document utilise des termes très forts pour ça. On passe de l'interlocuteur à l'acteur social. C'est presque politique comme terme. C'est une distinction fondamentale, et le mot n'est pas trop fort. L'interlocuteur de l'approche communicative, son rôle, c'est de participer à un échange. Il écoute, il y répond. C'est un partenaire de conversation? C'est ça. Son champ d'action, c'est le dialogue. Et c'est déjà énorme, attention. C'était un progrès fantastique à l'époque. Mais l'acteur social, c'est autre chose. On sent qu'il y a une notion d'initiative, de responsabilité peut-être. Exactement. L'acteur social, c'est quelqu'un qui mobilise des ressources pour mener à bien un projet. Et là, l'analyse devient fascinante parce que ces ressources, elles dépassent de loin la grammaire ou le vocabulaire. On parle de compétences extralinguistiques. C'est-à-dire? Par exemple, des compétences culturelles. Comment on demande poliment un service dans cette culture? Quel est le niveau de formalité? Et puis, il y a les compétences stratégiques. Comment je fais si je ne comprends pas un mot? Voilà. Comment je négocie pour obtenir ce que je veux? Comment je collabore avec d'autres qui ne parlent peut-être pas parfaitement la langue non plus? L'objectif, c'est de former des individus autonomes, capables de résoudre des problèmes dans un contexte multilingue. C'est intéressant.
parce que ça veut dire que la réussite, elle ne se mesure plus seulement à la correction de la phrase. Mm. On peut faire une faute de grammaire, mais réussir sa mission. Et à l'inverse, parler un français parfait, mais échouer à organiser la sortie. Vous mettez le doigt sur le cœur du changement. La réussite, c'est l'accomplissement de la tâche. La correction linguistique reste importante, bien sûr, mais elle devient un moyen au service d'une fin plus grande. Ce n'est plus la fin en soi. Donc, si l'élève est un acteur, j'imagine que les traditionnels exercices de dialogue ne suffisent plus. En classe, concrètement, ça se traduit comment ? Le document oppose les exercices au scénario d'action. Oui, et la différence est très concrète. Les activités de l'approche communicative, même les jeux de rôle, restent souvent des simulations. On fait comme si. Oui, on sait qu'on est en classe. On joue la scène à la gare, mais on est dans une salle de classe. Le focus, au final, c'est la pratique de la langue. Utiliser le bon temps, le bon vocabulaire, c'est une sorte d'entraînement. C'est un peu un simulateur de vol linguistique. On apprend les manœuvres, mais sans jamais vraiment décoller. C'est une excellente analogie, c'est tout à fait ça. La perspective actionnelle, elle, essaye de vous faire décoller pour de bon. Elle ne propose plus de simples exercices, mais des scénarios d'action, des projets. D'accord. Ce sont des tâches complexes, avec un début, un processus et surtout une finalité tangible, une production concrète. Alors, reprenons l'exemple de l'organisation de la sortie. Ça donnerait quoi dans ce cadre-là ? Alors, au lieu d'un simple dialogue « Où veux-tu aller ce week-end ?», le professeur pourrait lancer le projet « En groupe, vous organisez une sortie culturelle pour la classe. Budget 20 € par personne. » Ah oui, d'accord. Et là, le vrai travail commence. Les élèves doivent d'abord lire des sites web de musées, de cinéma, En langue cible. en langue cible. Ensuite, ils doivent discuter, négocier, argumenter entre eux. Mhm. Puis, peut-être écrire un email pour demander des infos sur les tarifs de groupe. Et à la fin, présenter oralement leur projet pour convaincre le reste de la classe. Je vois. Vous voyez, en une seule tâche, on a mobilisé toutes les compétences de manière intégrée. Et surtout, motivé par un but réel. La langue n'est plus un objet d'étude froid, c'est l'outil indispensable pour que le projet aboutisse. D'accord. Mais si les élèves sont lancés dans un projet aussi complexe, que fait l'enseignant pendant ce temps ? Le document dit qu'on passe de facilitateur à médiateur. Médiateur, ça sonne un peu passif, non ? C'est une crainte légitime et c'est une critique parfois faite. Mais le rôle de médiateur, tel que le décrit l'analyse, n'est pas passif du tout. C'est même sans doute plus exigeant. Ah oui. Le facilitateur de l'approche communicative, il est au centre. Il organise, il donne la parole, il corrige. C'est le chef d'orchestre. D'accord. Et le médiateur ? Le médiateur, lui, il se met en retrait du centre. Il devient une ressource stratégique. Son rôle, c'est d'aider les groupes à s'organiser, à surmonter les blocages. Il ne donne pas la réponse, il pose les bonnes questions. Où pourriez-vous trouver cette information ? Comment reformuler ça pour être plus convaincant ? Et devient une sorte de coach ? Un coach, un guide, c'est exactement ça. Il va circuler, intervenir de manière ciblée, faire un mini point de grammaire s'il voit qu'une erreur bloque tout, ou fournir du vocabulaire pile au moment où le groupe en a besoin. C'est une posture beaucoup plus souple, plus réactive. Il accompagne l'autonomie au lieu de diriger chaque étape. Ce qui m'amène au dernier point du document, qui semble tout lié. La manière dont on voit les compétences linguistiques elles-mêmes. On a traditionnellement les 4 grandes R, écouter, parler, lire, écrire. L'approche communicative les travaille souvent un peu en silo, non ? Oui, de manière assez cloisonnée, on fait un exercice de compréhension orale, puis un exercice de grammaire, puis une petite production écrite. Chaque compétence est dans sa case. C'est plus simple à évaluer, j'imagine. Plus simple, oui. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est clair. Dans une même conversation de 10 minutes, on va écouter, parler, peut-être lire un SMS et répondre par écrit. Précisément. Et c'est ce que la perspective actionnelle cherche à reproduire. En se basant sur des tâches complexes, comme notre projet de sortie, elle force l'intégration de ces compétences. Elles ne sont plus des objectifs en soi. Elles deviennent des outils. Des outils mobilisés de façon organique. Voilà. Mais le point le plus important, et le texte insiste beaucoup dessus, c'est que la perspective actionnelle ajoute officiellement d'autres compétences. On parle de compétences interculturelles et stratégiques. Et ça, dans notre monde globalisé, ça semble juste. Essentiel. Essentiel. Savoir parler anglais, c'est une chose. Savoir négocier un contrat avec un partenaire japonais en anglais en comprenant tous les non-dits culturels, c'est une autre paire de manches. C'est exactement ça.
La compétence interculturelle, c'est comprendre que les codes de politesse, la manière de dire non, l'humour, tout ça, ce n'est pas universel. Mhm. Et la compétence stratégique, c'est savoir se débrouiller quand la communication déraille. Comment demander de répéter, comment reformuler, comment utiliser des gestes. L'analyse conclut que former un acteur social, c'est le doter de toute cette boîte à outils, pas juste du dictionnaire et du livre de grammaire. Donc, si je devais résumer tout ça, on est passé d'une vision où l'on apprend une langue pour pouvoir avoir une conversation, Oui, à une vision où on l'apprend pour pouvoir réaliser un projet ensemble. c'est une synthèse parfaite. C'est un passage de l'interaction à la collaboration, de la simulation à l'action en fait. C'est ça. On n'apprend plus seulement à savoir une langue, mais à savoir faire avec cette langue. Et le document présente bien ça non pas comme une rupture, mais comme une évolution logique. D'accord. L'approche communicative a ouvert la voie. La perspective actionnelle, elle, répond aux besoins d'un monde où il ne suffit plus de se comprendre. Il faut pouvoir coopérer, créer, résoudre des problèmes ensemble. Souvent à distance, avec des gens de cultures très différentes. Exactement. La finalité est devenue plus citoyenne en quelque sorte. Former des personnes capables d'agir efficacement et respectueusement dans un environnement plurilingue. Et tout ça nous laisse avec une question pour la suite, une pensée à méditer. À une époque où l'intelligence artificielle, les outils de traduction instantanée, rendent la communication de base de plus en plus facile, presque transparente, C'est une bonne question. est-ce que la véritable valeur, la véritable maîtrise d'une langue ne résidera pas justement dans cette sphère-là, dans cette capacité à négocier, à créer, à mener un projet complexe en collaboration? C'est très possible. Peut-être que le futur de l'apprentissage des langues, c'est moins d'apprendre à parler et de plus en plus d'apprendre à faire ensemble.